Bonjour, on va changer un peu de format ici. Donc, on a déjà discuté plusieurs fois de MRT, notre radiothérapie moléculaire en service, l'écosystème qu'on a ici. C'est un plaisir de présenter Cyril, Cyril Berthet, qui est notre spécialiste dans le domaine, qui est directeur d'unité en service, mais qui travaille aussi avec l'équipe biotech, justement pour mettre en place toutes ces approches, aussi bien pour l'MRT que pour les radiotraceurs. Et là, dans ce format, Cyril va faire une interview avec Jean-Claude Provost, expert externe dans le domaine. Et donc, on va faire ça un peu d'une façon interactive. On espère que ça marchera. Mais on a tous les gens autour de nous qui vont nous aider. Donc, Cyril, à toi. Attends, je te donne ça. Merci bien Yann pour cette introduction. Effectivement, c'est un plaisir d'intervenir aujourd'hui et vous présenter ce nouveau module sur lequel on travaille, alors déjà depuis quelques années sur l'aspect service et auquel on essaye de développer cette activité, cette niche thérapeutique qui se développe. Et donc là, j'ai le plaisir de vous introduire Jean-Claude Provost, un expert de formation. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Cyril, merci pour cette invitation. Je suis très content de participer à cette journée investisseur avec OncoDesign. Je voudrais aussi, par la même occasion, remercier Yann Oflac et Philippe Gène pour leur invitation. Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Très content de répondre aux questions. En deux mots, je vais vous introduire avant de commencer le jeu des questions-réponses. Alors, je prends mes petites notes parce que votre CV est quand même assez long. Médecin de formation, initialement diplômé en pharmacologie clinique. Après une expérience hospitalière, vous avez tourné vers l'industrie pharmaceutique avec une expertise dans le développement de médicaments, médicaments pas forcément en radiopharmacie d'ailleurs, chez Merck Serono, Bayer, Pfizer. Et puis il y a 20 ans, un virage vers l'imagerie, avec la création d'une société spécialisée dans l'imagerie médicale, que finalement vous développez, puis vous revendez à une société américaine, Synarc, aujourd'hui Bioclinica, qui est un des leaders du domaine, je crois. Et puis ensuite, passage chez GE Healthcare pendant 5 ans, à la direction d'une division de développement de diagnostic et de radiopharmaceutique. Donc une vraie expérience en médecine nucléaire et radiologie. Et puis les 2 dernières années, donc vous retour en France et vous montez cette société de consulting, Theragnostic Consulting, spécialisée auprès des industriels du secteur radiopharmaceutique, secteur qui nous intéresse de manière très active aujourd'hui autour de l'imagerie médicale pour conseiller diverses sociétés, pharma, biotech et même fonds d'investissement. Je vais bien résumer un petit peu le parcours. Oui, tout à fait. Je vous remercie pour cette introduction, Cyril. Oui, c'est bien résumé, je crois. C'est mon intérêt dans le domaine de la médecine nucléaire en général et principalement tout ce qui touche au couple diagnostic et thérapie. Bon. Alors justement, si on regarde un petit peu l'évolution de la médecine nucléaire depuis 20 ans, l'avènement du FDG et autres, quelles sont pour vous ces étapes majeures qui contribuent à ce qu'aujourd'hui, il y a un véritable essor et engouement autour des radiothérapies internes vectorisées? Alors, bon, c'est une question, je crois, assez large et je vais m'efforcer d'y répondre. Je vais peut-être commencer par la deuxième partie de la question, sur l'intérêt porté aux radiothérapies internes vectorisées. Je crois vraiment que l'intérêt, c'est de faire de la médecine personnalisée, en fait, de la médecine vraiment adaptée aux patients. Et ça, on peut le faire du fait de la précision des outils qui sont utilisés, en fait. Peut-être que je vais introduire tout d'abord, je ne sais pas si vous en avez parlé déjà dans la première partie de l'Investor Day, le concept de théragnostic. Le concept de théragnostic, qu'est-ce que c'est? Bon, déjà, le mot, c'est une contraction de thérapie et diagnostic. L'idée générale, c'est d'utiliser une même molécule, une molécule très spécifique qui va cibler des récepteurs cellulaires, et selon les cas, de greffer sur cette molécule soit un isotope radioactif qui va être utilisé
pour le diagnostic ou un isotope radioactif qui va être utilisé pour la thérapie. Et l'intérêt de faire ça, en dehors d'avoir quelque chose de très très spécifique, par exemple du cancer que vous allez vouloir imager d'abord et ensuite traiter, c'est que vous allez voir ce que vous traitez et vous allez traiter euh, ce que vous voyez. Et ça, je crois que c'est très important. C'est vraiment très différent de ce qu'on peut faire en oncologie classique, en fait, par exemple, si vous considérez la chimiothérapie, vous allez avoir un produit qui va être assez peu spécifique, qui va certes détruire les tumeurs, mais va aussi être très délétère sur les tissus sains alentours. Et en On est termes de... vraiment dans ce domaine de la médecine de précision, pardon. On est vraiment dans ce domaine de la médecine de précision, du coup. On est tout à fait dans la médecine de précision. Alors, euh, pour revenir à la question, et je crois que c'est ça qui est intéressant, et pour revenir à la première partie de la question, des avancées majeures, on en a vu ces dernières années, ce couple justement diagnostic-thérapie a été plusieurs fois mis en évidence. Assez récemment, été mis sur le marché en 2018, une thérapie qui s'appelle Lutathera à base de lutécium et qui cible les tumeurs neuroendocriniennes. Ce qu'il faut voir dans cette aventure Lutathera, c'est aussi la contrepartie diagnostique, hein, un produit qui s'appelle NetSpot, qui lui permet d'imager les récepteurs alpha-somatostatine qu'on voit dans les tumeurs neuroendocrines. Euh, et ce que vous diagnostiquez, ce que vous imagez, vous pouvez ensuite le traiter de la même façon, avec la même molécule, euh, sur laquelle vous avez remplacé l'isotope radioactif, qui était du gallium dans un cas, par du lutécium. Donc je dirais, c'est vraiment le concept de théragnostic, et je crois que c'est ça qui a été un point d'inflexion en fait. J'ai vu que vous aviez projeté en fait la croissance du marché de la médecine nucléaire. Si vous regardez, à partir de 2018, vous avez vraiment une augmentation en fait des ventes voilà, ce qu'on voit en rouge ici, de radiothérapie vectorisée. Vous voyez que la partie diagnostique augmente un petit peu, mais elle augmente pas tellement. Mais cette radiothérapie vectorisée, elle augmente de façon importante, et on prévoit qu'elle augmente encore plus parce qu'il y a plusieurs molécules du même type qui sont en développement, mais ciblant d'autres cancers. Je voulais juste dire que avant le couple Lutathera-NetSpot, il y a déjà eu en fait cette preuve du concept avec de l'iode 131 et de l'iode 123 chez des tumeurs assez rares, aussi neuroendocrines, euh, qui ciblaient le phéochromocytoma, par exemple, mais aussi des tumeurs rares chez l'enfant, les neuroblastomes, en fait. Donc, c'est pas la première fois qu'on a ce type de concept, mais je dirais qu'il y a eu une première validation avec l'aventure Lutathera. Et je crois que c'est ça qui fait l'intérêt en fait de ces produits théragnostiques. Et justement, là, vous parliez de résultats récents là, à l'ASCO, hein, le congrès international d'oncologie qui a eu lieu il y a une dizaine de jours. Il y a un certain nombre de résultats qui ont été présentés. Est-ce que vous pouvez nous en donner les grandes lignes sur ces nouvelles molécules qui sont en train d'arriver sur ce concept de théragnostic? Oui, alors tout à fait. Donc dans la même idée, il y a une étude majeure qui a été présentée, c'est l'étude Vision en fait. Et j'ai vu que vous aviez une slide aussi là-dessus. Donc cette étude Vision, elle est très intéressante. Elle cible en fait des patients différents. Ce sont là pas des patients qui ont des tumeurs neuroendocrines, hein, c'est des patients qui ont un cancer de la prostate métastatique, et qui par ailleurs sont en échec thérapeutique, c'est-à-dire qui ont été traités par les toutes dernières molécules existantes et efficaces dans ce traitement, par exemple des inhibiteurs de la voie de signalisation des récepteurs aux androgènes, et qui sont aussi en plus résistants à de la chimiothérapie classique. Donc ces patients-là, ils sont vraiment très graves en fait, et il n'y a pas d'option thérapeutique malheureusement pour eux.
Donc ces patients ont été mis dans un essai comparatif, randomisé, c'est-à-dire que les patients étaient tirés au sort. Il y avait 2 groupes. Tous les patients recevaient, voilà, c'est ce que vous montrez la diapositive, heu le stan ce qui est marqué ici, SOC, ça veut dire Standard of Care, c'est-à-dire que tous les patients recevaient le dernier traitement en date, hein. Il n'y a pas de patient qui n'était pas traité. On donnait le maximum de traitement. Heu et vous êtes tirés au sort en 2 groupes. Un groupe va aller recevoir en plus cette molécule, le lutetium PSMA 617, et l'autre groupe recevait uniquement le standard of care. Donc lutetium, juste pour dire un mot sur ce lutetium PSMA 617, c'est un produit qui est composé de 2 choses, 2 éléments, un isotope radioactif, le lutetium 177, et un traceur, enfin une molécule qui est le PSMA 617, qui se fixe spécifiquement sur les cellules impliquées dans le cancer de la prostate. Donc un traitement très spécifique. Euh, donc les patients ont été traités par lutetium PSMA 617 dans un groupe plus standard of care versus standard of care dans le groupe. Et ici, vous pouvez voir les résultats, ils sont tout à fait spectaculaires. Vous avez 38% de réduction du risque de mort, en fait, dans le groupe traité par lutetium PSMA 617, et 60% de réduction du risque de progression de la maladie. Donc c'est quelque chose de tout à fait important, surtout si on le met en parallèle avec la sévérité de la maladie et le fait que ces patients n'avaient plus d'options thérapeutiques. Et vous voyez que le suivi a été assez long, hein, pour ces patients, donc ça donne un recul très important. Euh, donc, je pense que c'est un essai vraiment majeur, avec des résultats tout à fait impressionnants dans le cancer de la prostate. Euh, Lors de l'ASCO, il y a eu aussi, j'ai parlé tout à l'heure de l'Utaterra, il y a eu des données aussi complémentaires de l'étude NETHER-1, l'étude qui a permis la mise sur le marché de l'Utaterra. Je vous rappelle, hein, l'Utaterra, c'est un produit qui cible les tumeurs neuroendocrines et qui est aussi à base de lutetium. Euh, Cet essai, qui est un essai de taille un peu plus modeste, hein, par rapport à l'étude dont on vient parler, mais quand même 200 patients qui ont été traités soit par l'Utaterra, soit par le standard of care, a montré quand même une prolongation de la survie de plus d'un an chez ces patients qui avaient des tumeurs neuroendocrines inopérables et métastatiques. Donc c'est aussi un résultat très important, et je pense que le résultat aurait été encore plus important s'il n'y avait pas eu je dirais un biais dans l'essai, mais un biais qu'on comprend très bien, puisque les patients qui étaient dans le groupe contrôle, au bout d'un certain temps, comme l'Utaterra a été commercialisé, ont fini par recevoir, pour des raisons éthiques, hein, qu'on comprend bien, le traitement. 36% des patients ont fini par recevoir du l'Utaterra. Donc ça a, quelque part, diminué la différence qu'on aurait pu obtenir, mais qui est déjà très importante. Donc voilà, je pense que ça a vraiment, ces 2 essais démontrent bien le concept de théragnostic. Voilà. Dans l'ASCO, on a parlé aussi d'autres choses, hein. Il y a eu des résultats avec Selectar, par exemple, dans la maladie de Waldenström, avec de l'iode radioactif. Je pense que c'est un contrat qui a été très riche pour le théragnostic en général. Alors, le point que vous faisiez sur l'Utaterra, c'est effectivement, si les oncologues basculent sous le nouveau traitement, c'est un signe très fort sur son efficacité dans la vie réelle. Donc c'est ça qui est effectivement signe très. Et de même pour le PSMA, je crois qu'il y a toute la partie diagnostique qui arrive sur le marché aussi, hein. Aujourd'hui, il y a plusieurs molécules qui sont en cours d'approbation sur les différents continents pour servir sur la partie diagnostique de ça. Oui, tout à fait, parce qu'on ne doit pas considérer uniquement la partie thérapeutique, on doit considérer la partie diagnostique, hein. Donc pour l'Utaterra, vous avez NetSpot, par exemple, aux États-Unis, Somakitok en Europe, et pour le PSMA,
vous avez maintenant un PSMA à base de fluor radioactif pour l'imagerie qui a été approuvé il y a un mois aux États-Unis. Et on est en attente d'un PSMA à base de gallium aussi qui devrait être approuvé cet été, je pense, aux États-Unis. Je pense que d'ici un an, moins d'un an, on aura ces produits aussi qui seront approuvés en Europe. Donc c'est une très bonne chose, je dirais, pour les patients et puis pour le domaine en général. Oui, ben, justement, on a tendance à parler de révolution sur les immunothérapies depuis une dizaine d'années. Est-ce que pour vous, on est en train de parler d'une nouvelle révolution thérapeutique? Alors, c'est des produits qu'on connaît depuis longtemps, mais il y a maintenant vraiment cette validation par ces essais cliniques. Et puis, bah, au-delà de l'approche thérapeutique et de ces solutions pour les patients, est-ce qu'on a des investissements sur ces développements en radiothérapie vectorisée qui sont à la hauteur de l'enjeu? Oui, alors c'est une très bonne question. Je pense que, vous voyez, au-delà du résultat de ces 2 études que j'ai présentées rapidement, je crois que ça a vraiment amené à la validation de ce concept, en fait, et à reconnaître que la radiothérapie interne vectorisée, c'est un élément maintenant, ça s'est imposé comme une modalité, importante du traitement des cancers. Je pense qu'un certain nombre de personnes n'étaient pas convaincues jusque-là. Pas mal de personnes pensaient qu'avec MABG ou Lutathera, ça concernait des tumeurs neuroendocrines, peut-être que ces tumeurs étaient peut-être plus sensibles à la radiothérapie, peut-être que c'était une question de chance, en fait, on était sur les bons récepteurs. Je crois que là, maintenant, il n'y a plus de doute. On a vu la même efficacité, la même réduction de la mortalité dans le cancer de la prostate sur des récepteurs différents. Donc, je pense que maintenant, c'est installé dans l'esprit des gens. C'est pour le futur, la radiothérapie interne vectorisée, ça va faire partie de l'arsenal thérapeutique pour l'oncologie. Donc, oui, c'est sûrement une révolution au même titre que l'immunothérapie, hein. Ça, je pense que c'est clair. Et puis, on l'espère, un vrai impact sur les métastases. C'est vraiment le... Oui, voilà, c'est ça. C'est quand même très, c'est très spectaculaire ce qu'on peut voir, hein. Des patients qui ont quand même un cancer métastatique. Avec cette thérapie, vous pouvez voir la disparition quand même de ces métastases, hein. Voilà, c'est quand même, il peut y avoir peut-être une récurrence dans le futur, mais on observe quelque chose qu'on n'observait pas avec d'autres types de thérapies. Donc je pense que c'est vraiment une avancée, c'est vraiment une avancée majeure. Euh, En termes d'investissement, je dirais peut-être qu'il n'y a pas eu dans ces toutes dernières années, enfin en tout cas peut-être il y a 10 ans, suffisamment d'investissement, mais maintenant, il y a vraiment, je crois, un engouement. Alors, ce qui a été présenté à l'ASCO, ça crée vraiment un boom, hein, je crois, dans ce domaine. Il y a une accélération, je dirais, des investissements. Regardez, bon, Novartis, tout le monde sait que Novartis a racheté Advanced Accelerator Application il y a quelques années pour Lutathera. Ils ont ensuite racheté une société qui s'appelle Endocyte. Ils ont récemment racheté en fait des droits sur des produit qui s'appelle FAPI. Bayer a acheté Algeta, ça donne Exofigo, qui a été aussi un grand succès de la radiothérapie interne, euh, euh, pas très spécifique, je dirais, en termes de cible, mais néanmoins, c'est quand même une pièce supplémentaire, hein, pour ce concept. Lantheus, qui a acheté une société l'année dernière qui s'appelle Progenix, qui développait ce genre de molécules. Bracco a acheté aussi une petite société pour plus de 500 millions de dollars. Boston Scientific, un gros acteur du medical device, qui a racheté BTG, qui s'intéresse aussi à un autre type de radiothérapie, la radiothérapie des métastases hépatiques de cancer colorectaux, un produit qui est très très efficace. Fusion Therapeutics, une société canado-américaine qui a levé à peu près 320 millions de dollars d'investissement. C'est pas rien, hein, pour développer des thérapies à base d'alpha émetteurs. Et puis des sociétés qui sont créées, en fait, qui ont apparu, je dirais, euh, pas de nulle part, en tout cas, Actis, Evergreen Pharmaceutical, Rise Bio. Enfin, je pourrais citer une longue liste, hein, des gens qui ont levé entre 20, 60, 80, 100 millions de dollars tout récemment pour développer ce genre de thérapie. Donc, je crois qu'il y a vraiment une accélération. Les gens ont compris l'intérêt et ont vu que c'était une nouvelle, voilà, comme vous disiez, une nouvelle révolution, en fait.
Oui, même en Europe, là, il y a beaucoup de sociétés américaines, mais la levée de fonds récente d'ITM en Allemagne est assez impressionnante, hein, avec plus de 120, 130 millions d'euros levés sur le marché européen. C'est assez, ça prouve que bon, il y a vraiment une confiance des investisseurs. Les gens croient à cette nouvelle voie thérapeutique. C'est ITM, c'est une société intéressante qui développe ses propres produits et qui est aussi fait du manufacturing en fait pour d'autres sociétés. Ils ont aussi une grande capacité à synthétiser du lutécium. Donc, ils sont sur plusieurs fronts et je crois que c'est ça qui a valorisé beaucoup cette société et qui a amené l'intérêt d'investisseurs. Mm. Et justement, alors, comment on peut positionner Ocodesign? Vous connaissez pas depuis forcément très, très longtemps, mais comment vous voyez si, voilà, nous, Ocodesign, on souhaite effectivement considérer les radiopharmaceutiques comme un axe stratégique. Vous avez eu l'occasion d'échanger avec Philippe, de voir aussi nos installations, de discuter ensemble. Est-ce que pour vous, voilà, Ocodesign peut se positionner, peut avoir l'ambition et les compétences dans ce domaine? Oui, je crois. Alors, en fait, en me posant cette question, je pense que vous avez déjà répondu en partie, hein. Comme vous avez compris, ce domaine, c'est un domaine très, très complexe où il faut maîtriser beaucoup de choses, hein. Faut maîtriser la partie radioactivité, il faut maîtriser aussi le développement des molécules, de molécules qui sont très ciblées. Il faut être, je dirais, capable d'accrocher cette radioactivité à ces molécules, ensuite pouvoir développer des modèles pour montrer d'abord chez l'animal que ça marche, avant de pouvoir montrer ça chez l'homme. Et je crois que cette expertise, c'est quelque chose que vous avez chez Oncodesign, hein. C'est quelque chose que vous avez acquis et que vous avez bâti année après année. Toute votre implication dans la pharmaco-imagerie, le développement de nouvelles molécules thérapeutiques, vous êtes pleinement dedans. Donc, vous avez déjà cette habitude. Je pense qu'il ne faut pas négliger le fait que vous avez amené un produit, un radiotraceur en phase 1. Je pense à votre produit qui cible le GFR activé. Vous êtes déjà passé chez l'homme, donc vous avez déjà toute cette expertise, vous maîtrisez déjà toute cette complexité. Donc je pense que vous avez franchement tous les éléments qu'il faut. Vous avez un très bon environnement, vous avez créé toute cette infrastructure autour de Oncodesign, ce partenariat avec l'hôpital, le service de médecine nucléaire. Donc, on peut, voilà, il y a un centre un cyclotron, un centre de production, par exemple, de fluor 18 à côté. Vous avez des collaborations avec Chematech, une société proche de vous. Qui est très spécialisé en chimie. Donc, je pense que vous avez déjà tout l'environnement, tout l'écosystème ici à Dijon. Vous avez des collaborations internationales. Je pense que, franchement, comme diraient les anglo-saxons, vous êtes set for success. Je vois pas pourquoi je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. C'est, je pense que toutes les sociétés ne peuvent pas dire la même chose et ne peuvent sûrement pas se lancer dans ce domaine, hein, du fait de la complexité. Il y a une barrière d'entrée technologique qui est très très importante. Et je crois que l'intelligence que vous avez eue chez Oncodesign au cours de toutes ces années, c'est de bâtir toutes ces briques en fait pour pouvoir vous lancer dans ce domaine. Voilà, c'est mon point de vue, hein, sur la question. Merci pour vos encouragements. Je vous en prie, hein, je vous encourage en effet à continuer dans cette activité, hein. C'est quelque chose de très, très prometteur pour les patients, hein, déjà en premier lieu. Voilà, c'est clair. Voilà, en tout cas, Oui, merci pour votre invitation, hein. Je reste à disposition pour voilà, encore quelques temps pour des questions, en fait. Voilà, et merci encore pour l'invitation. ça a été un plaisir. À très bientôt. Au revoir, Jean-Claude.